Ok, si je vous demande la caractéristique commune entre Angèle, Ed Sheeran et Skrillex, vous allez probablement me répondre qu'ils font tous les trois de la musique. Leur job au quotidien est de créer les meilleurs morceaux possibles et de faire des concerts. Maintenant, si je vous pose la même question concernant Seb, Cyprien et Dr Nozman, vous allez probablement me répondre que ce sont des créateurs de contenu. Leur job, c'est de trouver des sujets pour ensuite en faire des vidéos YouTube qu'ils vont écrire, tourner, monter et poster. À première vue, la seule chose qui lie ces 6 personnes, c'est qu'ils font un travail créatif. Ils créent quelque chose. Cependant, la ressemblance ne va pas vraiment plus loin que ça. Les musiciens créent de l'art qui sort de leur cœur, ils font de la musique, le 4e art, tandis que les créateurs de contenu, ils font des vidéos sur internet. Avec le cœur certes, et loin de moi l'idée de dévaloriser leur travail, je serais bien mal placée pour le faire, étant donné que moi-même, c'est mon travail. Mais en bref, être musicien et créateur de contenu, c'est pas la même chose. Et pourtant, depuis une petite dizaine d'années, on assiste à un changement profond dans l'industrie musicale. Les artistes, au-delà de faire des interviews pour promouvoir leur travail, se retrouvent aussi à faire du contenu sur internet. Parfois de leur plein gré, et d'autres fois fortement incités, voire forcés par leur maison de disques. C'est devenu extrêmement rare qu'un artiste ne soit pas sur les réseaux sociaux, des petits artistes indépendants aux plus grosses stars mondiales. Les artistes sont devenus des créateurs de contenu, et leur musique est aussi devenue du contenu. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver dans quelques instants. Mais dans tous les cas, il faut savoir que tout ça, c'est un problème. Et c'est un problème que vous soyez un artiste indépendant ou signé, mais c'est aussi un problème pour tous les auditeurs de musique. Alors comment en est-on arrivé là? En quoi cette situation est-elle problématique autant pour l'industrie que pour les consommateurs? Et enfin, que peut-on y faire? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de parler de ce problème, il faut que je vous parle d'un autre problème qui concerne aussi directement les musiciens, un souci qui leur fait perdre potentiellement jusqu'à 50% de ce qu'ils pourraient gagner avec leur musique. Quand vous êtes musicien, vous avez plusieurs sources de revenus, et l'une d'entre elles, ce sont les revenus SACEM. Le rôle de la SACEM, c'est de défendre vos droits auprès de ceux qui diffusent votre musique, allant de la web radio locale aux chaînes de télévision nationales en passant par les plateformes de streaming. Et elle collecte des redevances pour l'utilisation de vos musiques. Puis, tous les 3 mois, elle vous paie, elle vous donne le montant qu'elle a collecté, et c'est là qu'intervient le problème. La SACEM, elle a une quantité phénoménale de données à traiter, et malheureusement, le montant qu'elle vous soumet n'est pas toujours juste. Bien souvent, il est inférieur à ce que vous devriez toucher, jusqu'à 50% inférieur dans les cas les plus extrêmes. Alors, ce n'est pas de la mauvaise foi de la SACEM, pas du tout, mais en attendant, les auteurs-compositeurs perdent quand même de l'argent. Et justement, il existe un nouveau service qui permet de récupérer ce manque à gagner, ça s'appelle Right Now, et c'est le sponsor de cette vidéo. Right Now, leur objectif, c'est de vous donner le contrôle sur votre musique. En gros, vous pourrez suivre en temps réel où sont diffusées vos œuvres et surtout, ils vous donneront une estimation de vos droits SACEM à venir. Si la SACEM vous envoie un montant qui ne correspond pas à celui indiqué par Right Now, la plateforme vous donnera tous les éléments pour réclamer les droits manquants auprès de la SACEM. C'est très simple et pour profiter de ce service, c'est tout aussi simple. Vous vous inscrivez sur le site, vous rentrez vos titres et à partir du moment où vos morceaux sont logués, les petits robots Right Now surveillent plus de 2000 plateformes de diffusion allant de Spotify à M6 et vous assure ainsi de pouvoir percevoir tous vos droits. Si vous voulez garder le contrôle de vos œuvres, n'hésitez pas à passer par eux, je vous mets le lien en description et il y a 50% de remise à vie pour les 1000 premiers inscrits. Maintenant que ce problème-là est réglé, passons au problème suivant. Pour comprendre comment les musiciens sont devenus des créateurs de contenu, il faut revenir rapidement à l'époque où ce n'était pas du tout le cas. Remettons-nous dans le contexte des années 60 par exemple. À ce moment-là, faire de la musique c'est extrêmement coûteux. Aller en studio pour faire enregistrer professionnellement ses compositions, puis les graver sur un support d'écoute, les vinyles par exemple, ça coûte énormément d'argent. En plus de ça, pour faire découvrir et écouter sa musique au public, il n'y a pas 36 moyens disponibles. Vous pouvez commercialiser votre musique chez un disquaire, passer à la radio et faire des concerts. Et c'est tout. À cette époque, faire et diffuser sa musique, c'est du coup pas du tout à la portée de tout le monde. Peu de musiciens peuvent se permettre de le faire et ceux qui le font ont une caractéristique commune. Ils sont signés dans une maison de disques. CBS, Warner Bros, RCA, Capitol Records ou encore MCA,
dominent l'industrie de la musique et permettent, avec un système d'avance, de financer les projets des musiciens et d'assurer leur distribution pour que la musique arrive aux oreilles du grand public. C'est aussi ces structures qui s'occupent du marketing autour des projets. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque, les niveaux de popularité sont très clairs. Il y a les énormes groupes connus au cours des années 60, on pense par exemple aux Beatles, aux Rolling Stones, aux Beach Boys, à Pink Floyd, bref, des très gros groupes qui se partagent la grande scène, mais au-dessous d'eux, le niveau de popularité intermédiaire, il existe, mais il est beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque, la grande priorité des musiciens amateurs, c'est de s'entraîner encore et encore pour devenir meilleur, enregistrer les meilleures démos possibles pour espérer signer en maison de disque. De l'autre côté, les compositeurs qui ont la chance d'être déjà en place doivent garder cette place, peuvent s'enfermer des mois en studio pour faire de la musique, et quand ils ne sont pas en studio, la plupart du temps, ils sont en tournée en train de faire des concerts. Ces artistes-là font aussi un peu de promo, la plupart du temps c'est des points presse, des interviews, des photoshoots, mais c'est une petite partie de leur temps, et deux, ça n'entrave pas du tout la qualité de leur musique. En plus de ça, ils ont une équipe, les gens qui travaillent pour le label, qui s'occupent de tous les à côté de leur carrière. Bon, vous avez à présent une très grossière idée de l'organisation du monde de la musique entre, disons, les années 60 et les années 90. Et puis, au début des années 90, il y a une nouveauté. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. Alors, ça existait bien avant, mais c'est au début des années 90 qu'on va voir apparaître Internet sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, en l'espace d'à peine 20 ans, ça va tout changer dans l'industrie de la musique, que ce soit pour les musiciens, mais aussi pour les auditeurs et pour les maisons de disques. Il va se passer énormément d'événements, mais je vais vous la faire courte et je vais vous citer uniquement les événements en rapport avec notre sujet. Et en fait, ça se résume en un seul mot: accessibilité. Déjà, on va voir apparaître et se populariser les DAW pour Digital Audio Workstation, en gros Pro Tools, né en 89, ou FL Studio en 97. Ce sont des logiciels qui permettent, grâce à un simple ordinateur, de faire de la musique sans instrument, ni même connaissance de la théorie musicale, et aussi d'enregistrer de l'audio. Ça, c'est une révolution dans la musique, parce que ça la rend accessible. Plus besoin de studios coûteux, plus besoin de vinyle, et même plus besoin, en surface au moins, de connaissances théoriques. Maintenant, avec un ordinateur, on peut faire de la musique. Plus des gens vont avoir accès aux ordinateurs, plus il va y avoir de gens qui vont essayer de faire de la musique. Certains composent directement sur les DAW, d'autres s'en servent pour s'enregistrer eux-mêmes. La pratique du home studio, le fait de créer son propre mini-studio à la maison, va se démocratiser. La conséquence très directe de ça, c'est simplement que beaucoup plus de personnes font de la musique. La musique est plus accessible pour les apprentis musiciens. Mais elle l'est aussi pour les consommateurs. Ce logo vous dit peut-être quelque chose. Ouais, en l'an 2000, Napster fait imploser l'industrie de la musique en rendant disponibles illégalement mais gratuitement tous les disques qu'on pouvait trouver chez un disquaire. Les consommateurs de musique passent de devoir se déplacer, d'acheter un CD d'à peine une vingtaine de morceaux à 10-15 €, à avoir accès gratuitement depuis chez eux à toute la musique disponible sur Terre. La musique est devenue donc aussi accessible pour les consommateurs. Spotify va venir sauver un peu les meubles en proposant un service payant, ce qui va offrir un nouveau modèle de rémunération à l'industrie, mais l'accessibilité, elle, reste de mise. Et enfin, si je vous dis dibadi badi didou, dibadi badi dou, alors ça vous parle peut-être pas de prime abord, mais c'est la première musique virale d'internet. The Amsterdam Song, sorti en l'an 2000, accompagné d'un site internet avec des hamsters qui dansent. Ça montre au monde entier, et aussi aux maisons de disques, le pouvoir d'un truc qu'on ne connaissait pas avant, la viralité. Le fait de faire un truc dans sa chambre et de pouvoir le faire connaître au monde entier, et en plus gratuitement. Et enfin, cerise sur le gâteau, coup fatal, les réseaux sociaux, d'abord MySpace mais ensuite Facebook et Instagram, vont naître dans cette même période charnière pour l'industrie de la musique. Donc, si on résume, on est passé d'une poignée d'artistes qui réussissaient à signer en maison de disques après des centaines d'heures de pratique de leur instrument, à ce que Monsieur Tout-le-Monde puisse faire de la musique avec un simple ordinateur et que tout le monde puisse s'improviser artiste et montrer son travail au monde entier. On est passé d'auditeurs qui pouvaient écouter quelques disques maximum par mois, qui les écoutaient bien souvent de nombreuses fois, à des auditeurs ayant accès gratuitement ou pour une dizaine d'euros par mois à toute la musique disponible en ligne.
Les maisons de disques, qui étaient jusqu'alors presque les seules à pouvoir faire percer des artistes, se retrouvent en concurrence avec des enfants random dans leur chambre qui font danser des hamsters et les diffusent gratuitement à travers le monde entier. Les règles du jeu ont définitivement changé. Mais ça pourrait être pour le meilleur, puisque ça redistribue les cartes à tout le monde. Sauf que non. Les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus d'ampleur dans la vie des gens, je pense que je vous l'apprends pas, et les musiciens, amateurs et professionnels, et les maisons de disques vont très vite découvrir que c'est un excellent moyen de communiquer autour d'un projet musical. Les artistes commencent donc à utiliser Facebook, puis Instagram, qui pouvaient littéralement propulser des carrières. Des tonnes de vidéos et de formateurs en ligne sont apparus à coups de 10 astuces pour percer sur Instagram en tant que musicien, et des pages, notamment dans le rap, ont permis d'offrir de la visibilité à des artistes, à la condition qu'ils produisent du contenu. Et si ça commençait déjà à peser sur le dos des artistes, souvent seuls en charge de cette partie, ils ne sont pas prêts pour l'arrivée du réseau social préféré de la Gen Z, TikTok. TikTok, c'est avant tout un réseau social qui met en avant l'authenticité, en tout cas sur le papier. C'est-à-dire que pour marcher, les vidéos doivent être produites par les artistes. Tu peux difficilement faker ça. Il faut que ce soit l'artiste qui prenne son téléphone et qui filme. L'application repose en grande partie sur l'utilisation de la musique et très vite, l'industrie musicale va prendre d'assaut le réseau en se disant « Ok, ça, c'est la prochaine mine d'or ». Là, on va voir d'un côté les artistes indépendants faire de leur mieux pour exploser sur la plateforme et diffuser leur musique auprès de plein de gens, et on va voir les maisons de disques commencer à inciter leurs artistes à faire du contenu sur la plateforme. Parmi eux, Osli, qui a quand même plus de 40 millions d'auditeurs, Tokyo Hotel, qui va aussi se voir forcé à s'y mettre, et même Ed Sheeran. Les artistes de toute taille se retrouvent pour faire écouter leur art à faire du contenu. Beaucoup de contenu. Et cette stratégie, elle fonctionne. Il y a plein d'artistes qui sortent du lot et boostent leur stream, et plein d'artistes indés qui percent et se font connaître. Mais ça a des conséquences assez néfastes sur les artistes et sur leur musique. Le rêve de beaucoup de musiciens n'est pas forcément d'être célèbres, mais plutôt de vivre à plein temps de leur passion. Dans la période pré-internet, la porte d'entrée pour ça, c'était de signer en maison de disques. Alors ça se jouait souvent plus sur les contacts déjà que sur le talent, et ça posait déjà plein d'autres problèmes, je prépare une vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais à l'époque, c'était des humains qui écoutaient la musique et prenaient une décision. Il fallait donc séduire des humains. Maintenant, il faut séduire un algorithme et il faut s'adapter aux conditions de celui-ci. Il faut le nourrir en permanence. Si vous ne sortez pas de contenu pendant trop longtemps, vous n'êtes pas réprimandé par les humains qui vous suivent, mais par l'algorithme qui va vous mettre moins en avant, y compris auprès des personnes qui vous suivent. Et si là, je parle de vidéos et de contenu à proprement parler, je parle aussi de musique. La sortie de titres s'est accélérée, certains artistes faisant même des défis une chanson en une semaine. Petit à petit, l'art, la musique, se conditionne à l'algorithme. Petit exemple concret de ça. Pour comptabiliser une écoute sur Spotify, il faut qu'un utilisateur reste 30 secondes minimum sur un morceau. Une énorme partie des écoutes sur les titres proviennent des playlists. Donc beaucoup d'artistes ont dû se contraindre à se demander comment faire pour que les gens restent au moins 30 secondes sur ma musique. Et ça s'est traduit par de plus en plus de morceaux qui commencent par le refrain, donc par le pic de dopamine. L'expérimentation devient alors un risque pour les artistes, et de toute façon, il manque tout simplement de temps de création. Parce que non seulement ils doivent créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais en plus, ils doivent produire plus de morceaux. Dans tout ça, la musique perd en originalité et s'homogénise. La musique est devenue du contenu. Ce n'est bénéfique pour personne, ni pour les artistes qui perdent l'essence de leur métier, ni pour les auditeurs qui se retrouvent face à une quantité astronomique de morceaux, mais avec beaucoup de musique qui se ressemble et la difficulté de s'y retrouver dans cette masse. Tout le paradoxe se trouve ici. Il n'a jamais été aussi facile de percer dans la musique, mais il n'a jamais été aussi difficile de faire carrière en ne faisant que de la musique. Ok,
Ok, très bien, mais c'est quoi la conclusion? Les réseaux sociaux ont détruit la musique? C'était mieux avant? Non, en tout cas pas vraiment, car à côté de ça, les réseaux sociaux, ça offre des opportunités incroyables et énormément de nouvelles possibilités, notamment celle de connaître le succès en indépendant. En fait, tout dépend de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, et c'est là que possiblement chacun peut essayer de changer les règles à son échelle. Cette vidéo m'a été inspirée par la vidéo du youtubeur américain Truthless qui évoque, lui, comme piste de solution, la théorie de l'armée des 1000 fans. Je suis d'accord avec lui et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, notamment pour comprendre la théorie des 1000 fans, parce que moi, je vais défendre une autre idée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici Riles. Riles, c'est un mec, il a 20 ans, il vient de Rouen, en Normandie. Ce que vous venez de voir, c'est Seb, un créateur de contenu, mettant en avant Riles, un artiste. À l'époque, Riles, il était pion dans un collège, et aujourd'hui, il remplit des zéniths. Alors, c'est pas uniquement grâce à la vidéo de Seb, mais derrière, il y a une idée intéressante. La création de contenu faite par des créateurs de contenu au service de la musique et des artistes. Et moi, ça m'a donné une idée que je compte développer. Alors, je suis pas Seb, mais je vais essayer de pousser le délire plus loin que ce que lui ou même le règlement ont pu faire, en mettant en avant dans mes vidéos non pas des artistes, mais un seul artiste que je compte accompagner sur le long terme. Mon idée, elle est double. C'est d'abord de former une team avec cet artiste et de mettre à sa disposition mes compétences en création de contenu et mes compétences en marketing, en ne le forçant jamais à produire un contenu qui ne lui plaît pas, en ne lui mettant pas la pression sur la sortie de son propre contenu et en lui laissant une totale liberté artistique sur sa musique. Et de l'autre, c'est de documenter tout ce qu'on fait, pour donner envie au plus de personnes possible de nous suivre dans l'aventure. Cet artiste, il s'appelle Lac. Si vous voulez découvrir sa musique, il y a un lien en description. Alors, je ne sais pas si mon modèle va fonctionner, vous le verrez en direct, mais en tout cas, je pense fondamentalement qu'on peut faire des réseaux sociaux un vrai atout, y compris pour les musiciens qui ne veulent pas devenir créateurs de contenu. C'est à ceux qui veulent faire évoluer ce milieu d'en définir les nouvelles règles. Pour conclure, je voudrais vous remercier tous parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible. C'est votre force à chacun d'entre vous qui permet de pouvoir tester des choses en indépendant et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.